Bienvenue à bout de taf, dans le cycle décideur. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean-François Bigot et de Nicolas Fabre. Bonjour. Je vais les laisser se présenter juste après, mais auparavant, je voudrais faire un zoom avec vous sur ce que veut dire ce cycle décideur. C'est l'occasion ensemble de plonger dans le cœur des rouages des arbitrages qui sont loin d'être des arbitrages individuels, qui peuvent être culturels, organisationnels ou collectifs. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une question, c'est est-ce que la DSI, la gestion de projet DSI est morte avec l'IA? Maintenant, avec ça, je vous laisse d'abord vous présenter. Bonjour, Jean-François Bigot, je suis officier de marine, j'ai fait une longue carrière dans la maintenance aéronautique, dépanner des avions de chasse à bord du porte-avions, pour simplifier. Et j'ai également fait directeur de projet informatique, en lien avec la maintenance aéronautique, et depuis 2017, je suis plus dans les postes en état-major sur de la prospective, du pilotage de haut niveau et de la transformation numérique. Donc à la fois une vue métier et une vue système d'information avec un contexte développement, intelligence artificielle et transformation des organisations. D'accord, des enjeux quand même d'actualité et critiques. À vous Nicolas. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis responsable d'une Digital Factory au sein du groupe La Poste. Cette Digital Factory, j'aime bien l'appeler l'accélérateur digital. Le but de mes 60 collaborateurs, c'est d'accélérer cette transformation de ce noble et ancien groupe qu'est La Poste vers les nouveaux usages que nous propose le marché et vers lesquels nous dirige le marché. Voilà, donc le but, c'est d'aller plus vite et d'apporter des manières de réaliser et de développer qui vont être peut-être un peu nouvelles. Et on va en parler, je pense. Oui, et puis ces deux organisations qui, paradoxalement, pouvaient être caractérisées comme étant traditionnelles, anciennes, peut-être même conservatrices, et qui sont de plus en plus au cœur, en fait, des révolutions technologiques et qui peuvent être même en avance de certaines startups, comme on pourrait le penser. Comment vous le vivez en interne, à partir de votre regard chacun fonctionnel? Alors, au niveau des armées, l'innovation a toujours été un moteur essentiel pour, la supériorité opérationnelle, gagner la guerre, pour la partie optimisation des ressources que l'on nous attribue et que l'on doit employer au mieux, et pour garder le lien avec le citoyen. Donc ces trois aspects sont vraiment consubstantiels d'un moteur de l'innovation à la fois technologique, mais également numérique. Et depuis 150 ans, 200 ans, l'innovation est vraiment le centre de nos réflexions. Et puis, il y a quand même une course technologique pour les militaires, de manière générale. La vapeur qui a remplacé la voile, le char qui a remplacé le fantassin, le Vauban qui a révolutionné la défense des bâtiments, c'est effectivement quelque chose de permanent et absolument essentiel à la réussite de nos missions. On pourrait zoomer un peu sur cette question-là parce que ces derniers temps, l'enregistrement est en train de se faire dans le mois de juillet, on va dire. Et il y a quelques jours, on a vu des images d'avions qui pourraient finir, on va dire, commandés ou pilotés que par des robots. Comment vous l'avez perçu, vous, derrière? Parce que c'est des technologies incroyables qui sont embarquées. Comment vous le voyez, vous? Alors là, je suis à la limite de ce que je peux dire et ce que je sais. Clairement, ce que vous comprenez, vous, en tout cas, individuellement. Alors, c'est une orientation. Il y a un cadrage éthique qui a été fait avec les limites de ce qu'il peut faire en intelligence embarquée. Il y a des intelligences artificielles qui sont depuis relativement longtemps mises en œuvre dans des systèmes d'armes, des choses automatiques qui peuvent réagir avec l'homme en veto. Après, c'est jusqu'où on doit aller, jusqu'où on peut aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies apportent un certain nombre de possibilités nouvelles. Il faut juste être capable de bien les intégrer dans le concept d'emploi et dans les limites de ce qu'on considère comme éthique. Une bonne transition pour poser la question à Nicolas. On passe d'envoyer des lettres à des emails, mais aujourd'hui même à avoir des facteurs qui font le lien entre les communautés. Comment vous vivez ces révolutions pour vous en termes de priorité et de priorisation dans vos backlogs ou dans vos systèmes de priorisation de fonctionnalités?
Merci pour la question. Alors, moi, j'aime bien remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que la Poste a été créée en 1471 sous Louis XI. Donc, ça fait 550 ans que la Poste existe. Et depuis 550 ans, on a la transformation chevillée au corps. Ça fait partie de notre ADN, en fait. On n'aurait juste pas survécu depuis autant de temps si on ne savait pas se transformer. Donc, on est 235 000 postiers aujourd'hui. On maille tout le territoire métropolitain et ultramarin. On est une grosse entreprise au service des 68 millions de Français et on a besoin d'avancer. Donc, mais les choses se font à un certain rythme et on a besoin d'accélérer ce rythme-là. Ouais. Et on le voit justement dans l'exemple que tu prends des facteurs où on va un peu changer leur mission ou faire évoluer leur mission. C'est exactement ce qui se passe. Alors, le courrier, on perd à peu près 15% de volume de courrier par an depuis plus de 10 ans. Donc, on est vraiment pas très loin de zéro par rapport à ce qu'on avait il y a encore 15 ans. Et on a besoin de se transformer. Donc, on a besoin d'y aller vite. Pour la petite histoire, ce qui se dit dans les DSI postales, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet, on a d'abord eu des responsables qui n'y croyaient pas du tout. Le mail ne va jamais rien faire. Le courrier est là, il est sûr, on sait le livrer. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter du mail. Bon, on a créé notre webmail, laposte.net, hein, mais c'est vrai que le volume de courrier pâtit énormément. Donc là, ces révolutions qui arrivent, notamment l'IA, on a vraiment à tout prix besoin de les prendre. On a toujours su se transformer. Est-ce qu'on y arrivera dans les dizaines d'années à venir? Certains sont absolument convaincus que oui, plutôt les historiens. et ceux qui sommes vraiment acteurs au quotidien, on sait qu'il faut vraiment accélérer, il faut vraiment y aller maintenant. Et que veut dire accélérer dans un monde de technologie où il y a quasiment une révolution qui arrive tous les 3-6 mois? Enfin, est-ce qu'on peut tenir le rythme? Est-ce que vous-même, aujourd'hui, même en tant qu'individu, vous arrivez à tenir le rythme de ces évolutions-là? Un peu difficile, parce que le contexte évolue, les technologies évoluent, les personnes évoluent. Faut essayer après de profiter de chacune des nouvelles technologies, de ce qu'elles offrent, éventuellement pour capitaliser, pour passer un certain nombre de choses que l'on n'avait pas réussi à faire avant, réaccélérer sur des sujets un petit peu anciens. Donc quelque chose d'essentiel au niveau des armées, c'est la formation continue. On forme en permanence les gens pendant toute leur carrière et on a la chance d'avoir un système de gestion par flux où on prend des gens relativement jeunes et on les garde dans le temps en les formant régulièrement. Donc ça permet d'avoir une cohérence, une compréhension des métiers et d'avoir un rafraîchissement régulier. L'évolution du contexte, c'est la veille, c'est la réflexion stratégique, technologique. Voilà. Non, si on revient à ce que je vous ai entendu présenter à différents moments, ce que veut dire Citizen Developer. Alors, à vous le micro. Dites-nous et expliquez-nous ce que veut dire Citizen Developer. Alors, présenté comme ça va falloir ramener un certain nombre de choses. Pour qu'une organisation soit performante et antifragile, pour reprendre les éléments de Taleb... on a une bibliothèque pour ceux qui nous regardent sur YouTube. L'objectif, c'est que, un petit peu comme un être vivant, l'organisation soit capable de s'adapter au mieux. Quand on est dans une situation très hiérarchisée, très structurée, avec une tête qui pense et l'ensemble qui exécute, on est moins réactif, il y a peut-être moins de capacité d'innovation, et surtout, on ne profite pas des compétences et des appétences de chacun. Donc, une des idées, c'est d'abandonner ou de cantonner la vue très hiérarchique à certains cas de fonctionnement et avoir quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus fractal dans le fonctionnement quotidien, et de donner la main à certains utilisateurs pour qu'ils puissent innover dans leur façon de travailler, qui s'approprient un petit peu leur espace de liberté, et de façon à pouvoir innover, de pouvoir optimiser leur processus à leur niveau local dans un cadre un petit peu plus global. Donc la notion de citizen developer, c'est plutôt que d'imposer un système d'information à quelqu'un et qu'il n'arrive pas forcément à se l'approprier, à s'intégrer, qu'il ne comprenne pas forcément le sens derrière, lui donner un environnement en lui disant « là, tu fais ce que tu veux, tu utilises le cadre, tu ne sors pas du cadre, et dans ce cadre, tu es chez toi ». Et donc, il va pouvoir s'approprier, créer son environnement, répondant à son besoin, dans un cadre cohérent proposé par l'organisation. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant ce que dit Jean-François. Alors, normalement, tu cites ta thèse à ce moment-là. Hein. Oui, mais je l'ai ici, mais... D'accord. Avant la fin, j'espère que tu vas la sortir. On peut la lire. Attention, c'est un pavé, hein, moi je l'ai.
C'est extrêmement intéressant parce que on est dans une vision du SI, généralement, où il y a ceux qui savent et il y a ceux qui en ont besoin et ceux qui l'utilisent, en gros. Et le SI, il faut se rendre compte que la plupart des entreprises ne sont pas des startups. Donc, on a une dette, on a un legacy. Bon, une dette, c'est pas le bon terme. Legacy. Mais on a un SI legacy. Et nous, aujourd'hui, sur notre budget, on a à peu près 80-90% du budget qui est dédié à l'entretien de ce legacy. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'en arrivant en bureau de poste, les choses fonctionnent. Voilà. Et ça prend une énorme partie de nos ressources en temps et en argent. Alors, je vais juste expliquer pour ceux qui connaissent pas. Ce que veut dire legacy, c'est ce qu'on appelle un héritage, c'est-à-dire l'héritage d'outils qu'une entreprise va avoir à suite de différentes évolutions. Donc, ce fameux legacy, ça nous prend l'écrasante majorité de nos ressources. Donc, pour innover, qu'est-ce qu'on fait? On a 10, 15, 20%, alors ça dépend des entreprises, ça dépend des contextes, mais de budget à investir pour de l'innovation. Donc, on va être sur un budget restreint, sur des gens qui vont être identifiés spécifiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'on va rester dans des grands programmes en fait d'innovation qui sont gérés par la DSI. Et à partir du moment où on ouvre un peu les chakras pour se dire en fait le tout un chacun est capable d'amener sa petite brique, sa part à l'innovation, c'est là où on va accélérer. C'est une révolution copernicienne pour les DSI. C'est un ajout, c'est un complément pour adresser les besoins de manière globale. En fait, aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est que quand il y a, désolé pour ceux qui portent ce prénom, mais Jean-Michel de la compta, qui a besoin d'un petit outil pour éviter de ressaisir 10 fois les mêmes choses dans 10 fichiers Excel différents. Il va remplir l'outillage. Ben, en fait, s'il demande à la DSI, il n'y aura jamais un retour d'investissement suffisant pour être priorisé dans la backlog, donc dans la feuille de route des choses à développer, des évolutions à développer côté DSI. S'il peut lui-même prendre la main dessus et en quelques heures investies ou quelques jours investis, gagner ce temps-là sur le reste de son travail, ben là, on commence à partager, à diffuser cette transformation. Je vais vous passer la parole parce que je vois qu'il y a des choses qui... Voilà, je vois le non-verbal. Mais il fut un temps où il y avait dans les DSI les chargés de produits, les product ou les spécialistes fonctionnels. Ils étaient supposés faire ce travail-là, d'accompagner le métier, ce qu'on appelle le métier pour la perspective DSI, pour les accompagner sur cette expression de besoin, même sur cette évolution-là. Et parfois, ils faisaient du paramétrage eux-mêmes parce que c'était à la main. Et puis, on oubliait ce que c'était cet héritage de paramétrage parce que la personne partait et puis tout d'un coup on n'a plus l'historique. Ça veut dire que finalement, ce pouvoir d'agir du métier ou de l'utilisateur, ça peut être bien, mais c'est aussi une forme de charge mentale, une charge de travail, une charge d'activité supplémentaire pour laquelle parfois ils ne sont pas équipés. Je suis en contact par exemple avec des directions RH ou des directions financières. On est loin de ce pouvoir d'agir-là en matière d'outils ou de no-code, même pas du no-code. On fait des macros Excel. Mais voilà, mais quelqu'un qui est capable de faire un macro Excel, le macro Excel, on est déjà dans le no-code en fait. Alors ça, on parlait de Shadow IT. Normalement, ça fait bondir Jean-François quand je dis ça, ou de Système Ferro. Il est déjà pas bien sur sa chaise. Mais on sent qu'il va prendre la parole bientôt. Souvent, dans l'équipe comptable, dans l'équipe RH, il y a celui qui va masteriser Excel en fait, et qui va avoir fait des macros un peu dans tous les sens pour aider tout le monde. Mais cette personne-là, c'est le champion de domaine du no-code en fait, et du citizen dev. C'est lui qui va être normalement, si on lui donne la capacité, on l'accompagne, on lui fournit les outils, on lui met la gouvernance et le cadre qui lui permet de faire les choses de manière sécurisée et robuste pour l'entreprise, c'est cette personne-là qui va être porteur de la transformation. Donc, au lieu de faire la macro dans son fichier Excel, va le faire dans un outil qui va bénéficier à un plus grand nombre de personnes. On va le documenter. On va documenter, on va faire en sorte que ça soit validé par la DSI parce que la DSI est garant de la sécurité, est garant de la maintenabilité dans le temps, de l'évolutivité. Donc, c'est un vrai métier développé. Par contre, on peut aussi le déléguer à certaines personnes qui sont moins formées à partir du moment où on les encadre bien comme il faut. Et là, on devient vraiment efficace dans la transformation. Vous parliez de révolution copernicienne. En fait, c'est une question d'approche. Est-ce que la DSI
est là en tant que garant de la loi et l'entité qui a raison sur l'ensemble du groupe, parce qu'on parle d'informatique et donc c'est la DSI qui a raison. Donc dans un système, comme je disais tout à l'heure, très directif, ou est-ce que la DSI est dans une optique de mise à disposition de moyens pour que l'entreprise travaille? En fait, c'est pas un changement c'est pas une révolution. C'est juste une réinterrogation au final, quel est le rôle de la DSI? La DSI, simplement, c'est créer les conditions pour que l'entreprise réussisse, qu'elle puisse créer de la valeur. C'est pas elle qui va créer de la valeur, mais elle doit mettre à disposition les moyens. C'est une direction de support. On le voit comme ça. Mais quand on a une direction de support où finalement on en vient à se poser la question, bah oui, mais il faut passer par elle. Oui, mais il faut avoir son avis, certificat. C'est un certificat. Peut-être qu'elle n'est pas allée assez loin dans les services qu'elle devait offrir. Et c'est là les avantages du no-code, certains aspects de l'intelligence artificielle, c'est que des évolutions technologiques lui permettent de mettre à disposition des outils très performants pour pouvoir faire de l'innovation interne. Au ministère des Armées, on a coutume de dire qu'il y a en gros 25 000 informaticiens sur 200 000. C'est pas énorme. C'est un bon ratio, mais il faut faire de la télécommunication, du satellitaire, des opérations. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de technologies embarquées dans l'activité quotidienne. Donc, les développeurs sont relativement peu nombreux. Et si tout le monde peut être développeur, si tout le monde peut outiller son besoin par rapport à ça, ça lui fait pas de la charge mentale en plus. Ça lui permet d'avoir un espace de créativité, un espace où il va pouvoir s'exprimer, s'épanouir et apporter de la valeur complémentaire. Et pas juste à être un exécutant soumis à une loi d'un organisme s'il ne comprend pas forcément, à être obligé de passer par cet organisme pour réussir à faire son travail. Oui, mais on adore ça. On adore aller sur les DSI. On adore aller sur les outils, la bureaucratie. Justement, soit la DSI dit « je suis le coupable idéal » et continue à râler, soit elle met à disposition les moyens pour que ça avance. C'est aussi une posture. Après, mettre à disposition les moyens, c'est pas simple. Il faut proposer un cadre, que ce cadre soit simple, qu'il intègre la sécurité, qu'on sache exactement qui développe quoi, donner des moyens pour que des gens qui, jusqu'à présent, ne fait que de l'Excel, préfèrent utiliser ces outils plutôt que continuer avec l'Excel. Éventuellement, voire, pas monétiser les informations, mais fluidifier les informations. Donc, il y a quand même un travail de fond qui est extrêmement important, mais plutôt que de travailler sur « je remplace les métiers par la description de leurs besoins », c'est « je travaille sur les communs », et je définis quelles sont les autoroutes, quelles sont les voies ferroviaires les plus adaptées par rapport aux gens qui auront besoin de construire une activité au-dessus. C'est comme si il y avait une transformation culturelle quand même qui est nécessaire, mais il y a aussi une transformation, je dirais, organisation. Si la DSI pêche un peu, c'est aussi parce que les autres personnes, les autres directions du COMEX ne les comprennent pas. Alors, moi, je veux pas dire que la DSI pêche. La DSI fait souvent un travail extraordinaire, mais de l'ombre qui n'est pas vu. De l'ombre, un travail de l'ombre. Et on est en France, et donc on aime bien râler dès qu'il y a un moyen de râler. Donc, voilà. Et parfois, un travail ingrat, comme toutes les directions support. Voilà, mais c'est vrai que c'est une direction qui est souvent incomprise. C'est-à-dire que le marketing, tout le monde a son avis, tout le monde arrive un peu à comprendre plus ou moins. L'opérationnel aussi, puisque si on fait partie d'une boîte, c'est par rapport à son métier. La finance, un peu parce qu'on est contraint souvent quand on est porteur de budget de comprendre quand même la finance. La DSI, par contre, c'est un peu le mystère, c'est vrai. Et quand on se plonge, les DSI... Si vous allez parler de langage Python ou Java, bien sûr, personne ne va vous comprendre. Mais les normes IFRS de la compta, personne ne va comprendre non plus. Hein. Moi, comment équilibrer le tableau, j'ai oublié comment on faisait. Mais on comprend un résultat net. Voilà, je comprends un objectif atteint ou pas atteint, c'est surtout ça. La DSI fait un très gros travail. Est-ce qu'elle a besoin, dans sa globalité, d'évoluer, de s'adapter à un monde qui évolue, justement, avec un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est quand même la baisse de l'investissement dans le SI. Oui. C'est aujourd'hui, dans toutes les DSI que je croise, alors peut-être pas l'armée, mais Jean-François aussi ne peut pas tout nous dire. C'est un investissement pour l'armée. Mais oui, mais pour toute entreprise, ça doit être vu comme un investissement. Oui. Aujourd'hui, tu vois, à la Poste, pour digitaliser notre relation usager, notre relation client, en fait, on a des budgets en baisse. Donc, on doit entretenir un système qui tourne et qui doit continuer à tourner.
la banque, les bureaux de poste, et on doit investir en même temps dans de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services, avec des budgets qui baissent. Donc il faut qu'on apprenne à faire différemment. Mais ça, c'est un changement qui est assez long. Et alors quand il y a l'IA qui débarque, et qu'on nous dit, c'est bon, on va pouvoir enlever la moitié des développeurs, ben là, ça fait très mal à la DSI. Parce que non, alors oui, les effets marketing, quand on est PDG de Nvidia et que tout notre intérêt, c'est de vendre des cartes graphiques, on va dire à tout le monde que les développeurs, c'est fini. Quand on est patron de Amazon ou de Microsoft et qu'on a intérêt à vendre du serveur, ben on va dire à tout le monde que les développeurs, c'est fini. La réalité des choses, c'est que les développeurs, on va avoir toujours plus besoin. Et on va lui demander, par contre, de travailler différemment et d'être plus efficient. Ce contexte-là, je l'ai entendu de la part d'ESN qui ont des baisses de budget assez conséquentes. Je l'ai entendu de la part effectivement de devs qui commencent à être inquiets. Il y a quelqu'un que je côtoie et que j'admire beaucoup dans son travail, qui est responsable de la R&D dans un grand éditeur, chez un grand éditeur logiciel et qui travaille sur l'IA depuis 10 ans. Donc lui, il a vu arriver ChatGPT, il s'est dit oui, bon, c'est juste une évolution, mais en fait non, il y a juste eu la hype derrière qui a fait que tout a accéléré. Il me dit, il faut l'imaginer comme l'arrivée du tracteur dans les campagnes. C'est-à-dire, on fournit un nouvel outil, on ne va pas enlever tous les ouvriers agricoles parce qu'on va continuer à avoir besoin, mais ça va devenir des mécaniciens, des conducteurs et des experts du terrain. Donc, ça va devenir des ingénieurs agricoles. Donc, on a cette vision-là où on se dit, en fait, on va enlever les 2 tiers des développeurs et on va garder uniquement les plus capés pour tout diriger. Et en même temps, moi, j'ai cette expérience. Hier soir, j'ai voulu me faire un site internet pour un événement que j'organise. Et c'est comme ça qu'il occupe ses soirées. Et mes nuits. Et j'ai des enfants. Donc, je me suis lancé je suis allé chercher les outils. Voilà, directement. Et aujourd'hui, il y a de super outils qui permettent de prompter sur le site qu'on veut et qui le génèrent derrière. Bon, on va appeler ça du vibe coding. Vibe coding, on prompte, ça génère quelque chose. Derrière, ça génère quoi? Du code. Et si tu n'es pas capable de relire le code, t'es fichu. Donc après, on va aller vers d'autres outils. Moi, je suis allé vers le low-code, c'est ma spécialité. Donc je prompte, ça génère, et derrière, ça utilise des briques logicielles qu'il me suffit de manipuler à la main pour réussir à avoir ce que je veux. J'y passe quelques heures dessus. Visuellement, j'ai ce que je veux. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, mon site, il a besoin d'être responsive quand même. Et je clique sur le petit truc pour voir le rendu sur le smartphone. Il est horrible. Et donc, j'ai tout abandonné en disant, non, mais en fait, je suis pas capable, moi, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur, je ne suis pas codeur, je ne suis pas capable de le faire. Donc, je suis parti sur du no-code, où là, par contre, j'ai un niveau d'abstraction qui est plus haut, c'est moins joli par rapport à ce que j'aurais aimé, mais là, je suis capable de le faire. Donc, tu vois, il y a un choix à faire en fonction du besoin. Et si mon site internet, j'avais besoin qu'il soit au poil de fesse près, exactement comme je le souhaite, ou comme je l'ai imaginé, en fait, j'aurais pas pu le faire en no-code. J'aurais été obligé d'aller voir un développeur. Donc, le développeur, celui qui a du recul sur son travail, celui qui est ouvert aussi aux nouvelles approches, aux nouveaux outils, il n'a aucun souci à se faire. Il y a clairement beaucoup de travail encore pour lui. Celui qui, par contre, écrit de la ligne de code à longueur de journée sans franchement comprendre ce qu'il fait, en copiant, en collant ce qu'il trouve sur Stack Overflow la plupart du temps, et maintenant ce que ChatGPT lui donne, là, la valeur, par contre, elle est beaucoup moindre demain. Pour rebondir là-dessus, dans votre travail avec votre associé, ce qui est important, c'est le dialogue, c'est la qualité, c'est le fait d'être avec quelqu'un. C'est tout à fait ça. La valeur de sa présence, c'est que vous puissiez confronter vos avis. Le problème de l'IA, c'est qu'elle va être d'accord avec vous. Après, pour en revenir au sujet du rôle de la DSI, comme disait Nicolas, il y a énormément de travail, il y a des budgets qui se restreignent. Et ce qu'il faut, c'est que le DSI se recentre sur sa valeur importante. Sa valeur importante, c'est la cybersécurité, c'est la cohérence globale, c'est l'architecture d'entreprise, c'est la disponibilité globale du système avec une antifragilité du système dans le temps. C'est pas en allant accompagner les gens sur le micro-détail, sur le petit détail d'interface que la DSI va être pertinente. Elle va être pertinente pour donner un cadre en disant « Bon, ça, t'es gentil, mais ce sera pas exactement ce que tu voudras, mais tu utiliseras cette brique-là. Ça, c'est hyper important, je le prends parce que si on le fait pas bien, on est exposé à tel risque. » Donc, la DSI a un rôle absolument essentiel qui est la cohérence des enjeux, la compréhension du milieu et la répartition de l'effort. Et l'intérêt du citizen developer, du no-code, des outils, c'est que ça lui permet, en fixant un cadre, de déléguer un certain nombre de choses à des gens qui n'attendent que ça, mais dans un environnement cohérent et
en cloisonnant les éléments par complexité. Ce qui est extrêmement complexe et risqué, vu avec la direction, elle le garde, elle en est responsable. Tout le reste, elle a la possibilité maintenant avec les outils modernes, comme l'exemple d'hier soir, de sous-traiter, de déléguer aux gens qui ont besoin de cet espace de liberté pour s'exprimer et pour s'épanouir dans leur travail. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'à terme, il pourrait y avoir des formes de, j'appellerais, de référents tech dans chaque direction, comme on avait des formes de référents produits dans la DSI? Oui, bien évidemment, mais en fait, il y en a déjà aujourd'hui. Mais Mais ils pensent besoin, fonctionnalité. En fait, c'est la base des systèmes Ferro, qu'il ne faut pas appeler Shadow IT. Et c'est une réalité. En fait, les métiers ont besoin d'avancer. Et quand on dit à Jean-Michel de la Compta, tu vas passer de 2 tiers de ta journée à ressaisir des choses à la mano, il va trouver un moyen pour éviter de le faire. Ça, c'est de l'ingéniosité et c'est normal, oui, ça fait partie mais elle du est quotidien. diffusée, et donc du coup, il y a des champions technologiques dans toute équipe, en fait, plus ou moins avancés, mais il y a des champions technologiques dans toute équipe. Effectivement, par contre, tu vois, moi, ce que j'essaye de faire avec mon accélérateur digital, c'est de recréer un lien plus direct avec le métier, pour être son sparring partner, pour que mon équipe soit son sparring partner. Donc du coup, il a une question, il sait à qui la poser. Et il ne prend pas un ticket à la MOA en se disant, ticket. Voilà, dans 18 mois, j'aurai peut-être une réponse avec un devis qui coûtera le prix d'une maison. Quoi. Voilà. Et c'est une question culturelle, voire de dynamique entre les personnes. Alors, à The Helper, on avait identifié, ça fait partie de nos travaux, d'identifier qu'il y a un risque technologique. Et à chaque fois qu'on dit ça, les personnes nous disent, c'est-à-dire, vous parlez de cyberattaque? Mais non, en fait, le plus gros problème, c'est d'avoir des personnes aujourd'hui qui vont utiliser différemment ou pas du tout vos outils tels que vous les avez prévus, que vous dépensez un argent fou pour sortir des Rolls-Royce, mais que personne ne va utiliser votre Rolls-Royce ou votre Ferrari ou que sais-je. Utile, utilisable, utilisé. Il a des marottes. Oui, enfin, après, c'est le cadre conceptuel dans lequel on s'inscrit. Alors là, je sors le suivant. C'est une décision stratégique de Ballet, Beauvalet, il vient de ça. Est-ce qu'on est dans un cadre... Jusqu'à présent, on est essentiellement dans un cadre dirigiste où on décide d'une orientation et puis ensuite on essaye de l'appliquer puis on démêle la situation parce que en fait ça fonctionne pas. Et on se met dans un cadre parce que vous parlez des gens qui innovent sur le terrain. Quand systématiquement on leur dit ah non ça t'as pas le droit de toucher, tu ouvres un ticket, non ça t'as pas le droit de faire. En fait on les sclérose et les organisations meurent. Parce que les gens se sont coupés dans leur esprit d'initiative, parce qu'on leur enlève leur espace de manœuvre, la liberté de manœuvre de l'employé sachant, enfin, pour reprendre Robert Alter. Donc, ce livre de Ballet, Beauvalet, Olivier de ça, justement, propose de changer de cadre, et c'est un livre de Lean, en fait. C'est comment est-ce qu'apporter de la valeur au mieux. Et comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt de comprendre la situation, de chercher un environnement et de créer un cadre pour co-créer. C'est ce changement de paradigme que vous appeliez tout à l'heure, Révolution copernicienne. Révolution copernicienne. Et c'est vraiment dans ce livre, il est tout petit, je vous encourage à le feuilleter. La révolution copernicienne, elle est sur ce changement d'approche, non pas sur la posture des organisations, mais sur la réflexion de fond sur qu'est-ce qu'une décision dans une organisation, qu'est-ce que créer, quel est le sens de comment on fonctionne. Et ces travaux sur le no-code, le système Ferro, justement, l'aboutissement que j'ai réussi à trouver le plus intéressant, c'est vraiment ce changement de paradigme sur nos processus de décision. Aujourd'hui, on est enfermé dans des processus de décision qui ne sont probablement plus cohérents, s'ils l'ont déjà été, ça je sais pas, à nos organisations, à nos environnements qui doivent être extrêmement agiles, extrêmement antifragiles, réactifs, de façon à pouvoir progresser. Si je peux me permettre là-dessus, moi j'ai une anecdote qui me revient souvent en tête. J'organise des prises de parole et j'ai eu la chance d'avoir avec moi le directeur des opérations de BlackRock.
Donc BlackRock, premier gestionnaire d'actifs mondial, donc il gère 11 500 milliards de dollars d'actifs, donc c'est 2 fois le budget annuel des États-Unis. Et ils utilisent le low-code pour gérer tous leurs projets à l'échelle monde. Donc, gérer leurs projets. Pour gérer leurs projets, voilà. Ils ne gèrent pas les opérations financières comme ça, même si d'autres banques françaises le font. Mais eux, ils gèrent le projet comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 6 000 personnes à travers le monde qui gèrent le projet avec du no-code. Et alors, j'aime bien le dire pour un peu couper l'herbe sous le pied de ceux qui disent « non mais c'est pas assez robuste, on ne peut pas l'utiliser ». Si une entreprise qui gère 2 fois le budget des États-Unis l'utilise, c'est que ça l'est. Mais ce que j'ai bien aimé dans la discussion notamment, c'est qu'il me disait, moi je disais, mais comment ça, c'est quoi la différence d'état d'esprit entre les États-Unis, donc lui c'est un Français qui est basé à San Francisco, et moi qui suis basé à Paris. Il dit, c'est quoi la différence d'état d'esprit entre les États-Unis et la France, qui va expliquer aussi que peut-être que les entreprises américaines sont plus agiles, sont plus dynamiques. Il dit, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'en France, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Aux États-Unis, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ça crée un espace de liberté, dont parle justement Jean-François, qui est vraiment absolument génial. Et si on arrive à mettre un peu de cette dose-là dans nos entreprises, attention, hein, il faut interdire ce qui est vraiment dangereux, du coup. Il faut faire ce travail-là. Par défaut, on interdit... L'IA, je connais certaines entreprises où, par défaut, tout est interdit. Oui. On a bloqué les accès à l'IA parce qu'on ne sait pas ce qui va être fait, donc on interdit tout. Mais les personnes utilisent sur leur téléphone, en fait. En plus. Mais on interdit tout, et puis on verra progressivement, avec des grands programmes de transformation IA, ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. D'autres approches que moi je promeus et qu'on met en place, notamment, partiellement en tout cas au sein du groupe La Poste, c'est dire, on crée un espace, vous pouvez faire ce que vous voulez, jusqu'à cette limite-là. Et alors là, on s'aperçoit qu'il y a des champions, qu'il y a des référents IT, qu'il y a des Jean-Michel de la compta et des Christine du marketing qui mettent en place des choses absolument extraordinaires. Et derrière, nous, DSI, c'est un plaisir de reprendre ce qu'ils ont fait avec eux pour l'amener encore plus loin. Parce que quand Jean-Michel me dit... en fait, je suis bloqué là parce que j'ai besoin d'accéder à tel type de données, c'est dommage que je puisse pas aller plus loin. Moi, qui suis responsable IT, je vais travailler avec lui pour lui rendre possible cette évolution-là. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant au quotidien. Et on met la DSI dans un rôle d'IT business partner. Oui. On le vend beaucoup. Les DSI veulent être dans ce rôle-là. Ah, moi, c'est ce que je côtoie, en tout cas. Non, et c'est vachement plus agréable, en tout cas. Non, mais c'est une différence entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on fait réellement. Pour plein de raisons. Hein. Parfois, on n'a pas le mandat, ni les moyens. Peut-être besoin de upgrader les profils, de changer la culture. Hein. La culture, elle est là. C'est pas un mythe que la culture soit présente. Mais cet exemple-là est très intéressant sur la question de autoriser, interdit, parce que dans une mission de réorganisation en ce moment que je mène à Developer et la transformation culturelle, dans des entretiens, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « mais je n'ai pas fait ça ». Et je leur posais la question, peu importe sur quoi, pourquoi ? Je dis « je sais pas ». Je dis « mais est-ce que vous n'aviez pas l'autorisation ?»« Non, mais on attend que vous puissiez le faire, donc vous pouvez le faire ». J'avais pas pensé à ça. Et en fait, le flou ou la zone de gris, où en fait, d'une certaine manière, c'est pas interdit, c'est pas forcément, on va dire, encouragé. Donc, c'est-à-dire que le manager n'est pas en train de répéter tous les jours, allez-y, allez-y. En fait, d'une certaine manière, c'est comme si c'était compris par une série de biais cognitifs, peu importe pourquoi, et de barrages culturels, que c'était interdit, ou c'était prohibé, ou que c'était mal. Alors, c'est dans le Lean, alors je suis pas un expert, mais c'est ce que j'ai réussi à comprendre. Dans les organisations normales, on donne les outils aux gens qui doivent les utiliser. C'est-à-dire que l'organisation est prescriptive, excusez-moi, sur les méthodes et les outils. Dans l'approche Lean, l'organisation est là pour accompagner l'opérateur, pour aider l'opérateur à réaliser sa mission. Et quand l'opérateur a un problème, c'est pas « Ok, t'as un problème, tu m'exprimes le problème clairement, tu me donnes la solution, et si t'as pas de solution, c'est pas la peine de venir me voir. » Ça, c'est l'approche traditionnelle. Approche Lean, c'est l'opérateur a un problème, il lève la main, on arrête tout, et toute l'organisation va essayer de l'accompagner pour essayer de trouver une solution ensemble.
Et c'est cette approche, en fait, qui, avec les approches low-code, no-code, c'est on met en place un système pour que l'opérateur de la compta, il fait ce qu'il a à faire. Quand il peut plus, il lève la main, je peux plus. Et là, l'organisation est là pour venir l'aider, pour venir lui apporter le petit complément pour que son travail au quotidien soit plus facile. Vous avez travaillé sur des projets aussi de management participatif. Donc, Alors personnellement, au sein des armées, c'est quand même assez difficile de déployer ce genre de choses. Après, c'est une approche qu'on peut promouvoir. Alors, assez difficile, je dirais. Dans les armées, il y a deux contextes assez différents, qui est le contexte des opérations, où là, ça doit être extrêmement fluide, chacun doit savoir ce qu'il fait, et quand un militaire va sur le terrain, il doit savoir qu'il y a l'ensemble de l'armée qui est là pour l'accompagner. Donc on est vraiment dans cette approche d'accompagnement du soldat sur le terrain. Quand on est en état-major à terre, dans des fonctionnements plus de soutien, là, on revient dans un système un peu plus vertical et beaucoup plus prescriptif. Donc, ces deux organisations coexistent au sein des armées avec des passages qui peuvent être assez douloureux quand on passe d'une organisation à l'autre. Que pensez-vous de la loi d'Amara, où nous avons tendance à surestimer l'effet d'une technologie à court terme et à en sous-estimer l'effet à long terme? Est-ce que ça peut s'appliquer avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'IA? C'est difficile d'être contre. Hein. Alors, tu m'apprends l'existence de cette loi. Moi, je l'identifie beaucoup aussi à la courbe de la hype du Gartner. Donc Gartner, entreprise de futurologues, qui tous les 3 ans nous explique quelle est la prochaine révolution industrielle. Bon, là, avec l'IA, j'y crois un petit peu plus, donc ça, ils en font beaucoup dessus. Et ils ont mis en place, ils ont défini une courbe qui est celle de la hype. C'est-à-dire que, globalement, les technologies, elles sont plus ou moins en vue jusqu'à un pic. Et puis après, pouf, on n'entend quasiment plus parler. Et après, c'est sur la durée, par contre, qu'il peut y avoir vraiment un vrai impact. Donc là, aujourd'hui, l'IA est en plein de sa com. À mon avis, elle n'est même pas au pic. On va encore en faire plus. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas si magique que ça. Que pour faire de l'IA, il faut de la data. Et que la data, on a largement sous-estimé l'investissement en data depuis de nombreuses années. Mais j'entends parler de ça depuis au moins 10 ans. Le data lake, mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement avec le data lake? Donc, il y avait pas grand-chose. On peut reprendre le Gartner d'il y a 12 ans. Donc, il y a une courbe de la hype et le data, on s'est tous dit, on a beaucoup de données, on va le valoriser, c'est le nouvel or, nouveau pétrole, nouvel or. Et en fait, on a fait plus ou moins des choses, mais pas grand-chose pour que ça soit pris pour l'IA. En tout cas, pas dans beaucoup d'entreprises. Et juste un exemple aussi, l'impression additive ou imprimante 3D. On revient, voilà, tu vois, on revient il y a 15 ans en arrière, on nous disait ça va tout révolutionner, on va imprimer les choses chez nous. Alors, je me souviens, j'aime bien quand même, faut que je mette en avant quand même la Poste, parce qu'on fait énormément de choses et c'est extrêmement intéressant de voir. On avait déployé dans certains bureaux Poste des imprimantes 3D, on pouvait venir avec sa clé USB pour venir imprimer son petit modèle. Bon, ça n'a pas franchement eu le succès qu'on escomptait, mais on était là pour essayer les choses. Mais mamie Joséphine, elle voulait imprimer en 3D. Et donc, on a un peu plus entendu parler. Ça reste réservé à des geeks qui, comme moi, impriment les choses pour leurs enfants. Et je discutais avec un directeur innovation d'EDF l'autre jour et qui m'expliquait qu'en fait, ils sont en train de déployer ça dans les centrales nucléaires. Que maintenant, ils impriment en métal. Attention, on n'est plus sur le plastique initial, parce qu'il y a 15 ans, c'était du PLA, c'était que du plastique partout. On imprime en métal des pièces pour pouvoir les changer de suite sur les centrales, dans les sites nucléaires. Donc, au lieu de passer sur un process de commande et d'arrêt de la centrale pendant des semaines, en fait, on arrête pendant quelques heures, juste le temps de remplacer la pièce parce qu'on l'a imprimée sur place. Ça, c'est incroyable parce que ça fait pas de coût de transport, de déchets. Enfin, si exactement. Ça marche et que ça s'implémente, et ça marche, c'est juste incroyable. Et c'est du métal durci parce qu'on est sur un secteur nucléaire, etc. Et là, on est vraiment sur la transformation. On est 15 ans après la hype, en fait. Et alors l'IA, on verra. Parce que, en fait, la hype est telle qu'il y a énormément d'argent investi. L'argent, c'est le nerf de la guerre. À partir du moment où on en met des tonnes, il y a des chances que ça en produise un petit peu derrière, que ça produise des choses. Mais c'est vrai que, bon, on va voir sur le temps qu'est-ce qu'on va en faire. Et je pense qu'on a tendance à sous-estimer, effectivement. Et toujours, quand il y a un sujet qui arrive, qui est présenté, c'est toujours intéressant éventuellement de changer des mots, enfin de comprendre avec un petit peu d'historique. Là, on a eu une réflexion sur les cas d'usage pour le quantique. Donc, quelqu'un a proposé un cas d'usage sur le quantique. Et en fait, dans son cas d'usage, on barre quantique, on met IA,
Le cas d'usage est le même et est présenté de la même façon. Je barre IA, je mets Metaverse. Big Data. Ça marche aussi. Metaverse, dans le discours des gens, en fait, ils parlent de leur métier, ils parlent de ce qui les anime, de ce qui les fait vibrer, avec l'espoir qu'une technologie, un jour, leur permettra de simplifier leur travail. Donc, le travail de la gouvernance, de la DSI, c'est aussi de réussir à araser cette courbe, ce hype, l'ambition excessive au début, de façon à dire, OK, peut-être que ça a marché, peut-être que ça n'a pas marché, on va essayer, et on va plutôt avoir une vue un petit peu organique, on va faire des essais, des choses qui vont mourir, mais plutôt que de tout mettre, parce que la hype, en fait, c'est un surinvestissement ponctuel sur un sujet. Donc plutôt que de surinvestir sur le sujet, peut-être diversifier les investissements et plutôt viser quelque chose à long terme. Mais pas dire l'impression va tout révolutionner, mais construisons aujourd'hui le cycle d'amélioration continue, de prise de compétences pour que dans 15 ans, on soit capable de faire telle chose ou telle chose. Oui, mais diversifier les investissements, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué. Alors dans le cas militaire, c'est absolument essentiel. Parce que on ne sait pas par où ça va, par où va arriver le danger, par où va arriver la fragilité. Donc, il faut aussi être très ouvert. C'est pour ça qu'on fait de l'innovation ouverte. C'est pour ça que on a besoin de tout le monde et que les idées de tout le monde peuvent être utiles. Donc, cette approche low-code citizen developer, c'est vraiment élargir la base de connaissances de façon à investir sur le boucle d'amélioration continue plutôt que sur la priorisation stratégique dans des modes qui sont peut-être stériles. Oui, après, ça, c'est la distinction qu'a apporté Norbert Alter aussi dans l'épisode sociaux. Je sais plus si on l'a passé ou pas, mais il faisait une différenciation entre invention, usage, appropriation, qui était fortement intéressante parce que effectivement, même quand on essaye de comprendre ce que veut dire une innovation, et une invention, c'est pas du tout la même chose. Comment on intègre en interne, c'est pas la même perspective. Mais je pourrais vous demander autre chose. C'est est-ce que aujourd'hui, dans les conditions actuelles, les conditions hard de l'IA, c'est-à-dire l'énergie, les semi-conducteurs, les puces, tout ce qu'il y a autour, les data centers, tout ce qu'il y a autour comme prérequis pour atteindre un niveau d'industrialisation nécessaire pour équiper, ce que je comprends, toutes les entreprises du monde, ça fait sacrément du besoin. Est-ce que vous pensez que ces conditions sont atteintes ou que, en fait, c'est pour ça que la hype n'est qu'au début? On va encore parler du Gartner parce que on a la chance à la DSI Postale d'avoir des présentations, des échanges avec les experts du Gartner. Et j'espérais vraiment qu'il y ait une barrière de consommation d'énergie qui fasse qu'on ne va pas utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi et surtout pour n'importe quoi. Et il m'a dit, non mais en fait on a divisé par 2000 la consommation d'énergie en 6 mois des modèles ChatGPT. Oui, surtout avec DeepSeek. Et DeepSeek, alors faut pas oublier que DeepSeek a été entraîné par un moteur encore plus gros que ChatGPT, hein, donc derrière, voilà, on voit le petit truc qui marche, mais la data cachée. Ouais, oui, le petit modèle qui est marketing, hein, qui va bien, mais le modèle plus gros, parce que DeepSeek est un open source, le modèle plus gros par contre est 100% propriétaire chinois avec des milliards qui ont été investis dedans. Mais demain, alors le pari, c'est que demain, ChatGPT sera dans mon téléphone. Hein. Oui. Enfin, la puce intelligence, elle est censée être là pour ça. Donc, Apple, apparemment, est en train de voir est-ce qu'ils achètent pas Perplexity ou pas. Et peut-être que cette information sera complètement obsolète d'ici 2 semaines. Donc, au moment de la diffusion de ça. Voilà. Mais moi, je pense qu'on va s'adapter. En fait, parce qu'il y a trop d'argent derrière. On est dans un monde capitaliste, il ne faut pas l'oublier. Alors, Jean-François est aux armées, donc on est obligé de voir un investissement long terme. Moi, je suis à la Poste, et on a cette chance de pouvoir aussi avoir une vision plus long terme. La plupart des entreprises sont gérées par des investisseurs qui veulent un retour sur investissement rapide, qui veulent voir que leur entreprise est au goût du jour, donc fait de l'IA. Toute entreprise qui ne fait pas de l'IA aujourd'hui est une entreprise has-been, donc ça ne sert à rien d'investir là-dedans. Et donc, je pense que le marché va complètement s'adapter et on va utiliser ces ressources. Mais ce matin, par exemple, à la radio, vous expliquez que l'Islande est une terre promise pour les data centers, notamment pour l'IA, et que l'usage est tel qu'ils ont dû faire des coupures d'électricité parce qu'ils n'ont plus assez d'électricité pour alimenter tous les serveurs et les habitants en même temps, et les industries. Voilà.
Mais ça va s'équilibrer. S'il n'y a pas l'Islande, il y aura le Groenland, puis il y aura d'autres. Enfin, bon, il y a des espoirs avec le New Space de mettre des data centers dans l'espace, avec Ouais, une alimentation électrique beaucoup dire. plus facile parce qu'il y a le soleil en permanence, et c'est refroidi assez simplement. Donc ça peut aussi être une perspective un peu... Et c'est qu'une question Futuriste. oui, c'est ça, Et c'est qu'une question de coût. techno-solutionniste. Hein. C'est qu'une question de coût. De coût, mais aussi de volonté. Enfin, c'est bizarre de construire des usines dans l'espace. C'est quand même vertigineux de venir s'approprier l'espace pour des besoins d'IA, pour à la limite avoir une recette de cookies ratée. Parce que c'est ça, là, quand on analyse les pubs d'appropriation, c'est un peu ça. Alors, oui, pour revenir un petit peu sur le développement, est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser de l'IA pour faire du code, et du code simple, pour toujours faire la même chose, c'est-à-dire faire un outil, faire un site internet d'ailleurs. Est-ce que il y a une pertinence alors qu'il y a des entreprises qui font des outils no-code, low-code, qui font des choses extrêmement pertinentes, sans coût de MCO, parce que c'est porté par le coût des licences, et le sens de l'informatique n'est pas de faire plus rapidement des choses de bas niveau. On fait pas du langage assembleur 10 fois plus rapidement. Non, on a créé des langages de niveau supérieur de façon à ce que la complexité soit embarquée. Avec l'IA, on est peut-être en train de régresser à vouloir faire à l'IA des choses de très bas niveau sans plus-value. Donc l'intérêt de coupler l'IA avec des outils no-code, des outils de très haut niveau, c'est que l'IA va peut-être actionner, va pouvoir cliquer sur un bouton en disant « génère-moi le site ». Mais c'est pas ce qu'il faut, c'est vraiment l'outil. On aurait fait tout ça pour ça, quoi. Ben, on est en train d'apprendre. Je parlais tout à l'heure de boucle d'amélioration continue, de boucle d'apprentissage. C'est un nouvel assistant. Quand vous avez un stagiaire, au début vous savez pas trop quoi lui demander, vous lui demandez des photocopies, et puis à la fin de son stage, vous lui dites fais-moi le compte rendu ou fais-moi une note de prospective sur le sujet. Et parce que vous avez réussi à comprendre comment il fonctionnait, que vous avez réussi à savoir quoi lui demander. Donc on est aussi là au niveau de l'IA. Une fois qu'on aura compris que sa plus-value, c'est peut-être pas juste de cracher du code pour faire des fonctions de tri, peut-être qu'on arrivera à faire des choses plus performantes. C'est peut-être pour ça qu'on a gagné les tant de pourcents précis. Je crois qu'on va bientôt arriver vers la fin de cet épisode. Moi, j'ai quelque chose que je voudrais quand même rappeler sur les IA aujourd'hui. On est sur des LLM, donc ce sont des IA probabilistes et pas des IA déterministes. Ce qui fait qu'ils ne sont pas, je vais utiliser un gros mot, idempotents. L'idempotent, c'est que pour chaque fois qu'on va répéter la même action, on va avoir exactement le même résultat. Ce n'est pas le cas avec les IA actuelles et on ne travaille plus sur les IA déterministes. Donc, on va devoir trouver des usages aux IA qui acceptent un taux d'erreur. Si on est en usine, on ne peut pas accepter un taux d'erreur. Si on développe quelque chose, il faut être capable de gérer le taux d'erreur. Donc moi, je crois que l'IA, c'est absolument génial, que ça fera partie ça sera pervasif, ça sera partout dans notre environnement. Comment, pour faire quoi? C'est ce qu'on va découvrir dans les mois et les années à venir. Clairement, l'usage que l'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de gadgets qu'on va très vite oublier. Et par contre, les usages réels qui vont transformer les choses, ça, on va les découvrir dans les prochains mois. Super. D'autres choses à ajouter? Pour revenir sur le sujet vraiment low-code et citizen developer, je crois foncièrement à l'approche du lean dans le numérique. Alors, il y a Yves Cazot qui a fait un super bouquin. L'approche lean pour la transformation digitale. Voilà. Je vous mettrai les infos dans la description du podcast. Pourquoi? Parce que dans toute votre première saison, il y a eu des interrogations sur le sens. Merci de nous avoir écoutés. De rien, j'ai quand même fait l'effort. Non, très bien. Ça a été un plaisir. C'est un réel plaisir. Et il y a des questions sur le sens au travail, sur la capacité de proposer les choses, sur les capacités d'organisation, de gouvernance. L'IA est une solution technique. C'est peut-être pas là-dessus que c'est pas avec l'IA que l'on va redonner du sens vraiment aux gens au travail. Par contre, une approche lean qui permet de se repositionner sur qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je crée comme cadre, où est-ce que je veux aller et pourquoi je suis là, pour apporter de la valeur au client, pour améliorer l'organisation globale. Là, à mon sens, ça a quand même une beaucoup plus grande force. Et l'IA, effectivement, on va s'en servir, mais
mettons en place une démarche de compréhension, faisons des expérimentations, et puis quand ce sera mûr, on sera prêt. Mais il faut commencer tout de suite. Mais ça veut dire une forme d'acceptation de l'échec, une forme d'expérimentation, même quasiment de la R&D dans les entreprises, d'intégrer de la R&D dans les DSI, c'est pas gagné. Et pourtant, c'est peut-être l'espoir pour préserver ces fonctions. On a des organisations qui sont mises en place pour appréhender des fonctions linéaires, des croissances linéaires. Exactement. Voilà où est-ce que j'en serai dans 5 ans, voilà où est-ce que j'en serai dans 10 ans. Avec l'intelligence artificielle, on est dans une croissance exponentielle des technologies et des apprentissages. Et donc, on ne sait pas forcément, parce qu'on se dit, tiens, dans 5 ans, on en sera là avec l'IA. Non, si ça se trouve, c'est dans 1 an. Et puis, ce qu'on pensait être là dans 2 ans, si ça se trouve, c'est dans 1 semaine. Et même des coûts, parce qu'aujourd'hui, pour le moment, on a des outils qui sont en open source ou avec des licences qui sont relativement accessibles. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, si les investisseurs se réveillent qu'il y a une bulle qui éclate, potentiellement, il va y avoir de nouvelles barrières à l'entrée liées à des licences plus élevées. Mais inversement, les langages que vous aurez pu utiliser vous permettront de créer le langage suivant qui pourra lui aussi être open source. La démarche d'amélioration continue, cette croissance exponentielle, je suis intimement optimiste sur ce sujet, et puis il faut se battre pour ça, créer un terreau qui peut, effectivement, mais il faut se battre, peut nous permettre de prendre en compte cette complexité et de passer d'un modèle purement linéaire prédictif à cette gestion de l'exponentielle auquel on est confronté au quotidien. En tout cas, ça ouvre une ère assez enthousiasmante. Enfin, je veux dire, au travail, si on a la chance d'être dans une entreprise un tant soit peu ouverte, on va vers des transformations, on va vers des évolutions à vivre. Et moi, je suis convaincu que ça va être vraiment enthousiasmant, quoi. Je voudrais vous laisser avec cette dernière citation d'Alan Turing. « Ce que nous voulons est une machine capable d'apprendre de l'expérience humaine. » Maintenant, à vous de faire cette expérience. Merci de nous avoir suivis sur À bout de taf. N'oubliez pas de nous laisser des étoiles, des pouces bleus comme ils disent sur YouTube et pourquoi pas des commentaires. À très vite.